Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, en ce mois de mai, j'ai envie de continuer à nous donner quelques repères euh, pour mieux sortir de notre confusion intérieure parfois dans laquelle on est. Alors, les audios que je fais sont destinés à tout le monde, en fait. Celui-là fait partie d'un podcast qui étudie la dynamique des énergies sur la Terre et en particulier du masculin et du féminin. Donc c'est un podcast un petit peu plus spirituel dans lequel je vais inclure un peu de psychologie, un peu d'énergie, un peu de vibratoire, un peu ce que je connais quoi et comment ça fait référence pour moi. Mais en réalité, les personnes à qui s'adressent mes audios sont à toutes les personnes. C'est pas destiné à une population plus spirituelle qu'une autre, ou plus psychologique, ou plus éveillée. Pour moi, en fait, ce dont je parle, c'est juste de l'être humain. Dans les gens qui viennent me voir en consultation, je suis thérapeute intégrative, thérapeute de couple. Euh, Évidemment, je rencontre des personnes qui ont déjà fait un travail de développement personnel, de bien-être, et parfois déjà un chemin spirituel, et d'autres pas du tout. D'autres viennent me voir en urgence pour un besoin particulier, un moment particulier. Et les personnes qui ont déjà cheminé sont souvent en confusion par rapport à tout un tas de discours qu'elles ont entendus, entre autres du monde du New Age. Je reparlerai de ce monde du New Age dans l'audio dans lequel je vous parlerai du parasitisme et vampirisme vibratoire, de la manipulation spirituelle, mais sur des plans vibratoires et énergétiques. Il y a souvent beaucoup de confusion sur des mots qu'on emploie sans trop savoir de quoi on parle, et la confusion va générer du mal-être, de la déstructuration intérieure dans nos pensées, dans nos comportements, et du coup dans nos émotions et dans notre façon du coup dans laquelle on va être influencé pour entrer en lien avec nos proches. Sortir de la confusion, pour moi, c'est important. Remettre de la clarté en nous, dans nos pensées, dans nos concepts. Euh, Élaguer, nettoyer, clarifier. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça va nous permettre de retrouver la paix intérieure, de nous positionner d'une façon claire, d'éviter les problèmes de communication, de positionnement. Enfin, ça facilite beaucoup la relation dans la relation humaine. Et déjà en soi, ça évite les ruminations. D'avoir des repères intérieurs forts nous permet de savoir où on en est dans nos propres repères et ça va rapidement nous amener dans un état de paix au niveau psychologique. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des concepts de l'ego, de la personnalité, du faux self et du vrai self, et des personnalités qu'on pourrait appeler de substitution. Alors, je vais commencer par ce qui me paraît le plus important, c'est la notion d'ego. C'est une notion qu'on va retrouver en psychologie et en spiritualité. Déjà, je vais faire une différence entre le bien-être, le développement personnel et le développement spirituel, qui sont pour moi trois mondes différents dans lesquels on peut rentrer en confusion, surtout quand on anime ou quand on vient de faire une reconversion professionnelle, par exemple, et qu'on fait des massages bien-être. On peut rapidement rentrer en confusion par rapport à sa posture professionnelle avec une clientèle qui navigue un peu entre les trois mondes sans trop savoir aussi se repérer. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien-être? Le monde du bien-être, c'est un espace où on propose des prestations à des clients
pour les amener au relâchement, au ressourcement. Donc on peut leur proposer des massages, on peut leur proposer des espaces de méditation, mais pour relâcher le stress. On peut leur proposer de la randonnée, de faire des stages de ressourcement. Tout ça étant dans un but juste de les aider à être mieux en eux. On peut leur proposer des concepts un petit peu naturopathiques, leur expliquer, leur donner de la connaissance sur comment fonctionne leur corps, comment fonctionne le stress, comment fonctionnent les relations humaines. Voilà, l'objectif étant d'amener un peu plus de connaissances sur le monde du bien-être à des personnes qui n'en ont pas. Je vais rajouter, tiens, une autre case, la case de la thérapie. La case de la thérapie, quand on fait de la thérapie, c'est qu'il y a quelque chose qui est cassé et on a besoin de soins. Il y a quelque chose qui a été cassé, dysfonctionnel, qui est bloqué et on a besoin de soins. Donc quand on va faire de la thérapie psychologique, émotionnelle ou psychosomatique, psychocorporelle ou énergétique ou vibratoire, enfin tout type de thérapie, juste le mot thérapie, suppose qu'il y a des soins, et s'il y a des soins, il y a un symptôme, il y a des dysfonctions. Donc déjà, quand on fait du bien-être, on ne fait pas de la thérapie. La thérapie, on va travailler sur plein d'espaces très particuliers de l'être humain, fragiles, et il faut être supervisé, avoir un vrai diplôme, des vraies compétences. Ça suppose une vraie responsabilité, une vraie méthode et une vraie supervision. C'est un vrai métier. Donc, il y a le monde du bien-être, pour moi, qui est accessible à tout le monde. On peut faire des cercles de parole, on peut proposer, je sais pas, de discuter autour d'un sujet particulier. À partir du moment où la visée n'est pas psychologique, n'est pas thérapeutique, si on n'a pas de diplôme de psychologie, par exemple, de psychologue ou de thérapeute systémique, si la visée est juste une visée de faire du bien à des personnes, il faut qu'on connaisse nos compétences et nos limites, mais ça serait un peu accessible à tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des dérapages. On passe d'un monde à l'autre sans même s'en rendre compte, avec beaucoup d'incompétences et on fait beaucoup de dégâts. Et en thérapie, nous, on retrouve ces dégâts faits par des, entre guillemets, professionnels du bien-être. Donc ensuite, il y a ce monde de la thérapie qui est très particulier, et puis ensuite, il y a le monde du développement personnel. Le développement personnel, finalement, comme la thérapie, comme le bien-être, on propose à la personne de mieux se connaître et de mieux développer sa personnalité, son moi. Donc, que ce soit dans le bien-être, dans la thérapie ou dans le développement personnel, on va étudier, analyser la structure de la personne, comment elle fonctionne, où sont ses ressources, où sont ses faiblesses. On va proposer à la personne de se découvrir, de prendre conscience et de développer sa personnalité, de développer son potentiel, de transformer ses faiblesses en ressources et de développer ses potentiels pour qu'elle se développe elle-même. Ça s'appelle du développement personnel. On prend soin du moi, on va bien l'écouter, on va bien le brosser dans le sens du poil en principe. Bon, parfois on peut être un peu confrontant pour proposer à la personne de vérifier si elle est dans des fonctionnements qu'on peut appeler toxiques. On va pouvoir proposer à la personne de prendre conscience de comment elle fonctionne, par exemple. Mais en général, dans le développement personnel, bien-être et thérapie, on prend soin de la personne, du moi blessé, de l'ego, de la personnalité, et on va dans le sens de la personne, dans le sens de la personnalité, dans le sens du moi. Pour finir, quand moi je suis thérapeute et que je reçois quelqu'un au cabinet, quand il me parle de lui et de son vécu, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, je peux acquérir des techniques,
entre autres en observant ce que je ressens dans mon corps, ce que je vois dans le corps de la personne, et d'autres techniques pour essayer de comprendre petit à petit si ce que me dit la personne, c'est authentique. En tout cas, je sais que je n'ai qu'un point de vue d'une situation peut-être conflictuelle qu'elle m'apporte. Et petit à petit, mon rôle va être d'abord de l'écouter, de lui expliquer ce qu'elle vit, de la remettre en protection s'il y a besoin, de la remettre en sécurité au niveau de ses émotions, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des séances, de l'amener vers une remise en question d'elle-même, de ses fonctionnements, pour aller voir comment elle fonctionne et voir ce qui est favorable pour elle et ce qui ne l'est pas. Donc petit à petit, en thérapie, on va amener la personne à se remettre en question. C'est pas très agréable. Souvent, les personnes ne viennent pas pour ça au démarrage. Puisque plus on avance dans le développement personnel, plus on commence à se voir fonctionner, souvent par les répétitions de schémas, les schémas relationnels qui se répètent. Et à un moment, on se dit, bon, peut-être que c'est moi aussi qui génère ça. Donc, j'aimerais mieux comprendre comment je fonctionne pour arrêter de vivre ce que je suis en train de vivre. Et là, ça devient intéressant. Le développement spirituel, c'est juste exactement l'inverse. Dans le développement spirituel, on ne va pas prendre soin de la personne, de la persona, de la personnalité, de l'ego. On va prendre soin du soi, de l'identité spirituelle de la personne. Donc on va beaucoup confronter la personne et on va l'amener à se déstructurer au service, à la faveur de son être spirituel. On va l'amener à se recontacter à l'intérieur d'elle-même, dans cet être profond spirituel, pour pouvoir lui laisser toute la place qu'elle veut, puisqu'elle vient faire du développement spirituel, c'est qu'elle veut être en lien avec son être spirituel. Or, sa personnalité, son petit moi, l'empêche de rentrer dans sa spiritualité. Le combat, il est là à l'intérieur de nous. C'est un conflit permanent entre notre personnalité, notre ego et notre être spirituel. Donc, dans le développement spirituel, on ne va pas prendre soin de la personne, du petit moi de la personne. On va prendre soin que la personne soit en lien avec son être intérieur et qu'elle aille dans le sens de son identité profonde. C'est pour ça que souvent, quand on fait du développement spirituel, en principe, on conseille aux personnes d'avoir aussi en parallèle du soutien thérapeutique, parce qu'il va y avoir des déconstructions de personnalité, d'ego. Et c'est intéressant d'être suivi par des professionnels pour nous aider à nous reconstruire comme c'est bon pour nous, parce qu'il va y avoir des moments d'effondrement où ça peut un peu tanguer. Là-dessus, j'ai l'impression que les frontières ne sont pas du tout claires chez les entre guillemets professionnels. Il y a beaucoup d'amateurisme, on fait des glissements entre le bien-être, thérapie de comptoir, développement personnel, où on répète des phrases, des concepts qu'on ne maîtrise pas du tout, et voire même, on peut même glisser vers le développement spirituel sans du tout le maîtriser. Et ça fait un bouli-boulga de choses, une grande confusion chez les personnes qui sont en recherche finalement, et qui rencontrent des personnes qui soi-disant animent ou on leur fait des soins alors qu'ils n'ont pas la compétence. La plupart du temps parce qu'eux-mêmes ont la méconnaissance de ce qu'ils font, parce qu'ils sont trop immatures, trop jeunes et qu'ils n'ont pas rencontré eux-mêmes des personnes qui les ont enseignés là-dedans. Il va y avoir il y a eu cette phase de grand appel à un démarrage à un moment chez les personnes qui font ça ou dans la société. Et il y a donc cette phase qui est assez immature au démarrage, où on découvre et on croit tout ce qu'on nous dit. Et ça nous fait tellement du bien, on est tellement content d'être dans des discours qui sont tellement opposés à ce qu'on retrouve dans notre société, qui est une société très maltraitante, qu'on va beaucoup s'ouvrir comme un enfant et qu'on va croire ce qu'on nous dit. Ensuite, il va y avoir cette deuxième phase du « je sais ». Je sais, et on est dans une société où il faut que ça aille vite, hein, une société de consommation. Donc certaines personnes, en ayant fait un stage ou deux, ou quelques formations, ou 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans de chemin personnel, pensent savoir et se sentent légitimes pour eux-mêmes enseigner. Alors, souvent, ils ont envie de faire des reconversions professionnelles, ils ont envie de
quitter un espace professionnel qui ne leur correspond plus pour se mettre dans ces métiers du bien-être, du développement personnel, voire spirituel. Et en fait, à ce moment-là, la personne elle est dans la phase de l'adolescence. Elle croit savoir, mais elle ne sait rien. Et elle va se confronter au cadre. C'est le cadre de quoi? Le cadre déjà de la société, qui à mon avis est assez juste, parce qu'il y a tellement de charlatanisme dans les milieux bien-être, développement personnel, thérapie et spirituel, que la société mette un cadre, c'est une bonne chose. Il ne le met peut-être pas que pour ça. Il y a d'autres combats sur d'autres plans qui sont les mêmes niveaux, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je parle de comment le professionnel de la santé, du bien-être, va se confronter au cadre. Et quand on fait de l'accompagnement de la relation d'aide humaine, on se doit d'être supervisé. C'est une base, parce qu'on n'est pas un robot. L'être humain a des fonctionnements typiques qui sont ses croyances, ses projections, ses transferts, enfin tout un tas de fonctionnements. Et le thérapeute, bien qu'on dit qu'il est neutre, qu'il soit neutre, ou l'accompagnement bien-être, il ne l'est pas neutre en fait. Ça se travaille la neutralité, puis on ne l'est jamais en fait. Ce sont des postures professionnelles qu'on acquiert qui nous permettent de l'être au maximum. Mais on se doit d'être supervisé très régulièrement pour aller voir comment se passe en nous l'activation dans nos relations avec notre clientèle. Pour grandir à notre profession et petit à petit devenir des vrais professionnels. Dans le monde du développement bien-être, thérapie même et développement spirituel, il y a très peu de personnes qui se font superviser et il va y avoir un dérapage à un moment qui est fait de l'immaturité. Hein. C'est vraiment le positionnement d'un adolescent. Personnellement, je suis supervisée, moi, mais je suis supervisée par plusieurs superviseurs en même temps tous les mois. Je ne peux pas avoir qu'un superviseur, il me faut plusieurs regards de professionnels qui ont de l'avance sur moi, à qui je vais poser où j'en suis professionnellement, ce que je fais, mes questionnements, mes problèmes avec certains clients qui m'activent, mes problèmes d'ego, de personnalité, les moments où j'ai pas envie d'être dans la bienveillance. Voilà, tout ça, on en parle en supervision. On peut faire partie de groupes de supervision, on peut faire de la supervision individuelle, on peut même avoir des supervisions juridiques pour savoir si ce qu'on fait juridiquement, c'est OK. Voilà, donc moi, je suis supervisée, c'est un choix que j'ai fait, un choix professionnel et aussi pour moi de sécurité. Mais je suis aussi superviseuse de thérapeute et de professionnels du bien-être. Quand je vois en fait tout le dysfonctionnement qu'ont les professionnels avec leur clientèle, et quand je le nomme, la plupart du temps, c'est mal accueilli. Voilà, comme des adolescents qui se révoltent à une forme d'autorité que j'aurais. Mais eux, en fait, ils voudraient faire ce qu'ils veulent. Tout ce monde-là du bien-être en est là. C'est une volonté d'indépendance chez des personnes qui n'ont pas encore la compétence, qui ne respectent pas les cadres, les lois de vie, qui n'ont pas, par immaturité et par méconnaissance, la compétence de ce qu'ils font et des conséquences que ça a pour leur clientèle. Par contre, comme il y a beaucoup de demandes, ils peuvent en vivre. Il y a du business à se faire et du coup, c'est plus facile de ne pas se faire superviser, de faire son business. Et on en est à un niveau en France où il y a eu une montée ces 10 dernières années de demandes et donc une floraison de professionnels, entre guillemets, du bien-être, avec une augmentation exponentielle de ramassis de conneries, excusez-moi de vous le dire comme ça, où on arrive aujourd'hui dans un feu d'artifice de conneries qui en fait décrédite complètement ce que font les gens et notre profession en fait. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule et c'était ma personnalité. Vous venez de rencontrer ma personnalité. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'ego, la personnalité, les personnalités de remplacement, le faux self et le vrai self pour pouvoir un petit peu y voir plus clair dans cette évolution.
Le bloc que je fais ici avec les 13 dynamiques du féminin sacré, avec cet enseignement amérindien, c'est très clairement un bloc qui a une visée spirituelle, d'éveil spirituel, mais aussi de développement relationnel, de développement personnel. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un bloc qui est destiné au bien-être, parce que c'est assez confrontant quand même, vous l'avez vu. Ça nous demande aussi du travail, de la remise en question. Je ne sais pas si on peut faire du bien-être avec les 13 mères originelles dans un premier temps. Je pense que c'est assez confrontant, ça confronte beaucoup notre personnalité. Mais par contre, ça peut nous donner un bon référentiel pour nous aider à y voir clair sur où on en est, où on voudrait aller, comment fonctionnent un petit peu les lois de vie, et nous remettre un petit peu au clair sur les choses. Qu'est-ce que l'ego? Vous savez, dans le monde, souvent dans ces mondes-là, on entend qu'il faut déconstruire notre ego, que notre ego c'est un peu notre ennemi. Peut-être que je vous l'ai aussi dit, c'est peut-être un raccourci de dire les choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de me repositionner par rapport à tout ça, parce que l'ego est essentiel à notre vie, et on peut pas se l'enlever. Et lutter contre notre ego, c'est lutter contre quelque chose qui est vivifiant en nous. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? On pourrait se dire que l'ego, c'est la représentation de la conscience que l'on a de nous. On va entre autres beaucoup l'étudier en psychologie. Quelle conscience on a de nous, hein? On pose beaucoup de questions en psychologie sur les personnes qui viennent nous voir pour voir comment elles ont conscience d'elles-mêmes. En résumé, on pourrait dire que c'est ce moi, c'est la construction de ce moi qui me permet de me sentir séparée des autres. C'est mon identité individuelle. C'est ce qui me permet de me sentir unique et individuelle. Structurée dans ma différenciation. Les personnes qui ont un dysfonctionnement de l'ego sont des personnes psychotiques, fusionnelles. Quelqu'un qui a un ego bien structuré, c'est quelqu'un qui ne se sent pas en fusion avec les autres. Donc avoir un ego, c'est essentiel. C'est ce qui me différencie et qui me protège de l'autre et qui va me permettre, c'est comme un bouclier, qui va me permettre de rentrer dans cette intériorité, de clarifier en moi ma structure personnelle pour me sentir différenciée de l'autre et de me positionner dans le monde de manière saine. Quelqu'un qui a un ego sain et bien structuré, c'est quelqu'un qui va pouvoir se nommer son identité, nommer qui il est, sa différence et se positionner dans le monde, et du coup utiliser son ego, c'est-à-dire sa structure, pour pouvoir donner au monde son potentiel. Il y a peut-être des personnes qui sont structurées plus de manière intellectuelle, d'autres de manière plus avec des capacités physiques, qui ne feront pas le même métier. En se connaissant, chacun ira là où sa structure l'amène à être pour être dans ses potentiels et vivre une vie qui leur corresponde. Ils auront donc un positionnement clair par rapport à l'extérieur et sauront se différencier et se positionner et passer à l'action de manière saine. Donc on ne va pas déstructurer notre ego. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer un ego malsain avec des dysfonctionnements de structure, ou surdimensionné, ou pas là du tout, et on va essayer de le réparer, de le déconstruire pour le reconstruire, toujours en lien avec ce qui est sain pour nous. On aura toujours un ego. On ne cherche pas à ne pas avoir d'ego. On cherche simplement à avoir un ego, c'est-à-dire une perception, une conscience de soi, beaucoup plus en lien avec ce qui nous correspond vraiment, de manière authentique, de manière véritable en nous-mêmes. Alors, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui s'estime peut-être avoir des droits et des privilèges supérieurs à d'autres personnes, qui se sent dans un sentiment de supériorité et qui vont imposer leurs différences comme aux autres en fait. Les symptômes, c'est souvent moi-je, hein, je, moi, je. On sent que la personne avec son ego prend beaucoup de place, hein, et demande aux autres de l'écouter, de s'écraser quelque part. Hein. Donc, on peut avoir un ego surdimensionné, puis un ego très faible. Là, ce sont ces personnes qui
ne prennent pas de place, ne parlent pas, ne se positionnent jamais, n'ont pas d'idée sur rien et ne savent pas qui elles sont finalement. Donc, entre l'ego, l'absence d'ego et l'ego surdimensionné, il y a toute une palette de couleurs qu'on peut observer en psychologie et amener les personnes en prenant conscience d'elles-mêmes à se réguler par rapport à ce qu'elles ressentent bon et juste dans leur problématique de vie, de retourner dans un équilibre plus sain ou une structure plus saine de leur personnalité. On peut avoir un ego spirituel. On en a un en fait. Et souvent, c'est le piège. L'ego spirituel, c'est la sensation, la conscience qu'on a dans notre spiritualité et la sensation peut-être de croire qu'on est meilleur que les autres, qu'on est plus éveillé, qu'on a mieux compris, qu'on est plus, et avoir peut-être parfois une attitude avec abus de pouvoir, manipulation, supériorité, despotisme. Et puis, si on n'a pas d'ego spirituel, c'est un problème. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que la spiritualité. On n'a pas conscience de nous dans cet espace-là. On n'a pas d'idée sur la question. On est très facilement manipulable. Et c'est problématique. Donc, notre ego spirituel, c'est quoi? C'est la conscience qu'on a de nous dans le monde de l'esprit, dans le monde de la conscience. C'est de pouvoir rentrer dans ces différenciations du masculin, de petit à petit mieux se connaître dans qui suis-je en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, et donc quelle est mon identité profonde. Et tout cet enseignement depuis février essaye de nous aider à y retourner dans notre ego spirituel sain, c'est-à-dire que je puisse sentir quels sont mes potentiels en tant qu'âme, en tant qu'esprit, quelles sont mes idées, mes concepts, qu'est-ce que je perçois, comment je suis en lien avec les espaces divins, comment je suis en lien avec l'amour, qui suis-je en fait? De me sentir de l'intérieur. Et évidemment, le mois de mai nous propose vraiment de nous restructurer avec cette voie, se mettre intérieur, cette voie de l'amour, va pouvoir, en confrontant on va dire, notre ego psychologique et notre ego spirituel, nous ramener dans un équilibre plus sain dans la structure de notre personnalité. Alors, maintenant, je vais vous parler de la personnalité. Qu'est-ce que c'est selon mon point de vue? La personnalité, c'est mes caractéristiques innées qui font que je suis comme ça. On va retrouver une personnalité de corps. On a vu dans les audios en lien avec les blessures du mois de mai on pouvait parler que le corps a une forme de caractère inné ou en lien avec des blessures. Et en fait, notre corps a une personnalité qui est liée à la fois à notre système génétique, mais aussi à ce qu'on a vécu, à comment on s'est structuré dans le monde. On a une personnalité d'âme qui est pareil, qui est une structure. L'âme n'arrive pas dans le monde de manière neutre à la naissance. Elle a déjà une structure, elle a déjà des potentiels et des blessures qui lui sont propres, c'est même ses propres croyances d'âme par rapport à ce qu'elle a expérimenté avant cette incarnation-là. Et elle a donc une structure de personnalité. Et puis on a la structure de notre esprit. Et là aussi, on a un esprit qui fonctionne avec sa propre personnalité, c'est-à-dire sa propre état de conscience, de connaissance, d'expérience, de concept. Mais si on allait dans l'esprit saint, dans l'esprit pur comme il est à la naissance de sa forme, on aurait une personnalité très forte en fait, puisque chaque personne vit avec une identité qui lui est propre, ça veut dire qu'il a une personnalité qui lui est propre. Donc, que ce soit dans le monde du bien-être, dans le monde du développement personnel, en thérapie ou dans le monde du développement spirituel, on n'essaye pas d'effacer la personnalité. On n'essaye pas d'effacer nos caractéristiques qui nous sont propres. On essaye de comprendre qu'est-ce qui est en lien avec notre identité profonde et qu'est-ce qui est en lien avec nos blessures et notre formatage qui nous empêche d'être nous, pour qu'on puisse retrouver à l'intérieur de soi un espace
plus authentique, plus en lien avec notre liberté d'être, plus en lien avec cette voie de l'amour qui est en nous, pour que nous puissions retrouver une vie plus en lien avec qui nous sommes et l'amour que nous recherchons. Souvent, nous recherchons l'amour à l'extérieur de nous parce que nous sommes coupés de l'amour à l'intérieur de nous. Et pourquoi nous sommes coupés de l'amour à l'intérieur de nous? Parce que nous n'y avons plus accès. Et pourquoi? Eh bien, à cause de nos dysfonctionnements de personnalité, parce qu'on peut se retrouver avec des personnalités qui ne sont plus en lien avec qui on est vraiment, et des dysfonctionnements d'ego. Et c'est là où c'est intéressant d'étudier ça au mois de mai, puisque finalement, c'est comme un mensonge à nous-mêmes, la façon dont on s'est construit. Et que ce soit dans le monde du bien-être, du développement personnel, de la thérapie ou du développement spirituel, nous avons intérêt à retrouver une forme d'authenticité de nous-mêmes, de comprendre comment on fonctionne, pour retrouver notre libre arbitre, faire les choix et retrouver cet espace de connexion à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, pour aussi décider dans notre libre arbitre de notre évolution spirituelle. Et quand on va dans une évolution spirituelle, quand on le décide que c'est un choix, on va faire le choix de ne pas alimenter notre ego dysfonctionnel ou notre personnalité dysfonctionnelle, et on va accepter qu'il y ait des écroulements d'ego, de personnalité, mais on va prendre soin de nous reconstruire, de nous réinformer, plus en lien avec notre être spirituel pour retrouver un ego spirituel sain et une personnalité spirituelle saine. Donc, on ne va jamais opposer dans l'espace de l'unité l'être spirituel, l'ego et la personnalité. On va opposer l'être spirituel et tout ce qui l'empêche de se déployer, c'est-à-dire tous les espaces en nous qui sont bloqués ou inversés, où il y a une perte de potentiel et où notre être spirituel ne peut pas se déployer, c'est ce qui nous met en souffrance. Et donc on va accepter d'écrouler ces parts-là de nous, d'aller les guérir pour récupérer, pour dire un grand oui à qui nous sommes réellement, reprendre notre place sur Terre, en lien avec nos potentiels et nos compétences, nos dons et nos talents, dans un ego conscient et rééquilibré, réassaini, une personnalité assumée et maîtrisée, dans un équilibre de vie. Et on va chercher en permanence à être dans cet espace d'équilibre entre ce qui vient du ciel, notre être spirituel, notre ego spirituel, notre personnalité spirituelle, et ce qui vient de la terre, notre être de la terre, notre ego du corps, on va dire comme ça, et notre personnalité en lien avec ce qu'on vit sur terre. À partir du moment où on a conscience de notre ego, de notre personnalité, et qu'on est en lien avec notre être spirituel, et qu'on chemine, à un moment, on va basculer dans l'indépendance. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher des maîtres spirituels ou des maîtres à penser, des superviseurs ou des enseignants spirituels, avec la conscience qu'on a besoin d'aide extérieure et aussi de cet effet miroir pour mieux nous voir à l'intérieur de nous-mêmes, et que nous sommes responsables, au final, de ce que nous allons en faire et de retrouver cette discipline qui nous est demandée dans des chemins spirituels, entre autres, pour pouvoir dépasser ces zones déstructurées ou mal structurées et retrouver, à force de méthodes, de pratiques, un espace de reconnexion à nous-mêmes où nous allons pouvoir enfin explorer, dans l'indépendance et en autonomie, notre espace intérieur. Les personnes qui sont dans cette dynamique d'indépendance, c'est très agréable d'être en lien avec elles au niveau professionnel parce que elles sont en recherche de connaissances, de compréhension, de remise en question, de réinformation, et elles ont aussi un vrai travail indépendant, autonome, et quand elles viennent en séance, on voit qu'elles sont déjà là, à l'intérieur d'elles-mêmes. On voit leur état de conscience. Et on sent qu'elles cherchent à progresser et qu'elles donnent beaucoup d'elles-mêmes dans leur vie privée,
dans leur chemin personnel pour y arriver. Et enfin, il y a une autre étape qui serait l'interdépendance, c'est-à-dire des personnes qui auraient assez cheminé, qui pourraient ensemble co-créer des espaces liés à leur potentiel et leurs compétences. Probablement que c'est ce que nous recherchons dans ce qu'on appelle ce nouveau monde, mais nous en sommes loin, loin, loin. Pour moi, dans cet espace de bien-être, développement personnel, spirituel et thérapie, il y a peu de maturité, il y a peu d'autonomie, il y a beaucoup de dépendance, de contre-dépendance, de positionnement comme un adolescent qui sait tout et qui a besoin de personne, mais qui ne sait pas grand-chose et qui a besoin des autres. Donc, une forme de rébellion, une recherche d'indépendance, mais immature, avec des erreurs qui sont commises. Et on attendra un moment que ce monde évolue, se remette en question dans les erreurs qu'ils font, puis se trouver des personnes qui leur correspondent en termes de maître à penser, maître spirituel, enseignant spirituel, supervision, etc., pour pouvoir vraiment apprendre de leurs erreurs, grandir par l'expérience, grandir dans leur autonomie et pour pouvoir enfin devenir des êtres adultes et matures qui peuvent prendre soin des personnes qui viennent vers elles. Donc en termes d'autonomie, il y a la dépendance. Ça, c'était le côté S de la roue, hein, le bébé. Mais là, on va rentrer dans la contre-dépendance, côté sud. C'est-à-dire, c'est tous les espaces de nous qui vont dire « c'est bon, j'ai compris, je vais le faire toute seule ». Et je vais même enseigner les autres à le faire. Et en fait, on va être comme des adolescents et on va se reprendre des recadrages de notre espace spirituel ou de la vie. Et ça va nous agacer. On va dire encore, mais enfin, je fais tout ce qu'il faut. On va rentrer dans cette croyance du bien faire, qui est très typique au masculin, puisque notre masculin, c'est vraiment le soutien à l'action, et donc il y a le faire dans le masculin. Et en faisant, on pense que ça y est, on a assez fait et que là, ça va, on a un bon niveau. Et on va pas bien accepter le recadrage. Donc, mai, juin, juillet, on risque de se faire un peu recadrer par la vie, où on va se recadrer nous-mêmes, pour basculer finalement en août, septembre, octobre dans un espace d'indépendance, et novembre, décembre, janvier dans un espace d'interdépendance. Alors, je vais finir cet audio par vous parler de la notion du faux self. C'est une notion qu'on utilise en psychologie, mais qu'on entend un peu partout maintenant, et j'ai la sensation que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils assimilent peut-être le faux self à l'ego. Le faux self, effectivement, fait partie de l'ego mal structuré ou d'une personnalité dysfonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que le faux self? C'est un petit peu, on pourrait dire, c'est notre personnalité de camouflage. C'est donc, ça touche la notion de la personnalité, la façon dont nos caractéristiques, de comment on se structure, comment on se définit dans le monde. C'est Winnicott, c'est un psychanalyste qui a défini cette notion de faux self et vrai self, faux moi, vrai moi, self ça veut dire moi, faux moi, vrai moi. Donc c'est une notion de psychanalyse. Hein. Nous avons tous un faux self et un vrai self, un faux moi et un vrai moi. Le faux self, le faux moi, c'est tout ce qu'on a structuré dans notre vie pour s'adapter à notre environnement, à notre éducation. Donc, ça fait partie de notre personnalité, c'est là en nous, on s'est structuré depuis notre enfance, mais par adaptation à notre environnement, en opposition du vrai self, du vrai moi, qui est la part de nous beaucoup plus authentique au fond de nous, et qui est disponible lorsqu'un individu a confiance en lui et en son environnement. C'est lorsqu'on laisse libre cours à notre spontanéité et qu'on n'est plus dans le contrôle de nous-mêmes, qu'on est dans un vrai moi. On pourrait appeler ça, certains l'appellent l'enfant intérieur. Alors, il y a plein de notions qu'on utilise pour essayer de comprendre comment on fonctionne, mais à la fin, le sentiment d'unité, c'est qu'on ne va plus dissocier les parties de nous, on va essayer juste de sentir de quel espace je me positionne, est-ce que je suis authentique ou pas. Et
nous avons tous un faux self et un vrai self, et bien heureusement parce que ce faux self, il nous permet de nous adapter à notre environnement et de nous protéger par adaptation, de ne pas nous donner tout cru comme ça dans notre authenticité, parce que nous avons conscience de comment fonctionne le monde, et nous avons conscience que dans ce monde de manipulation et de mensonges, nous pourrions rapidement nous faire abîmer, et nous avons besoin de protéger notre trésor intérieur, nos parts de nous vulnérables, pour les partager qu'avec les personnes avec qui nous pourrons avoir une relation respectueuse. Donc nous sommes obligés d'avoir un faux self. Et là, quand je vous parle, je suis avec mon faux self. Je m'adapte à mon rôle qui est de donner de l'enseignement sur un podcast. Je sais que ce podcast peut être écouté par tout le monde, à la fois par des personnes de ma famille que par un policier ou quelqu'un qui fait une enquête sur moi, que par mes patients, que par des collègues, que par des inconnus. Donc j'ai intérêt à m'adapter dans ce que je dis et à ne pas être authentique pour me protéger. Par contre, là où on va retrouver en nous une forme de paix intérieure et de bien-être dans notre authenticité, finalement, c'est quand on peut retrouver une forme d'équilibre dans notre conscience entre notre faux self et notre vrai self. C'est-à-dire que c'est comme si notre vrai moi pouvait transpirer à travers notre faux moi quand il y a assez de sécurité et de confiance pour que ça soit possible. La relation la plus saine entre notre faux self et notre vrai self, c'est quand notre faux self nous permet de nous exprimer en société en respectant les conventions et en se contrôlant un minimum, mais qui puisse laisser notre vrai self s'exprimer dès lors que nous en sentions le besoin. En quelque sorte, notre faux self, notre faux moi, il est là comme une armure pour protéger notre vrai moi d'un environnement potentiellement nocif ou exigeant. Alors, parfois, en raison d'un environnement familial compliqué ou d'une enfance malheureuse ou d'un contexte peu favorable à notre développement en tant qu'enfant, notre moi, notre personnalité n'a pas pu se construire et donc nous avons une personnalité défaillante. Et dans ce cas-là, ça se complique un peu plus parce qu'on va prendre ce qu'on peut appeler la personnalité comme si. C'est-à-dire, on a construit vraiment une fausse personnalité, une personnalité comme si, qui prend le relais d'une personnalité qui a été défaillante, qui n'a pas pu se construire. Les personnes qui ont une personnalité de substitution, elles sont vraiment vides à l'intérieur d'elles-mêmes. Il n'y a pas d'identité propre, il n'y a pas d'ego. Et elles se sont construites en copiant en fait ce qu'elles voient autour d'elles-mêmes. Elles font comme si elles existaient. Et cette personnalité de substitution va aussi avoir un faux self et un vrai self, c'est-à-dire ce sont des faux selfs de substitution et des vrais selfs de substitution. Mais dans le vrai self de substitution, quand la personne a l'impression d'être authentique, on sent que ce n'est pas elle qui parle encore. C'est encore pour faire semblant. C'est encore vide à l'intérieur. Ça sonne vide, ça sonne creux. Et alors, les personnalités qui sont vides à l'intérieur d'elles-mêmes et qui ont construit comme ça, comme une vitrine extérieure pour avoir une forme de personnalité et d'identité, elles vont être sujettes à la manipulation, bien sûr, mais aussi à ce phénomène de parasitisme et de vampirisme à l'intérieur d'elles-mêmes. On en reparlera dans cet audio qui parlera de ça. C'est déjà une façon de l'introduire ici. Alors, je vais résumer ce que je viens de dire. Nous avons tous un ego, c'est-à-dire une conscience de nous qui en est là où elle en est, qui est constituée du monde de nos concepts, de nos croyances, de nos repères, de notre sentiment d'être séparé et qui va prendre conscience de notre personnalité. Notre personnalité, nous en avons tous une, c'est ce qui fait pas, qui sont nos grandes caractéristiques en termes de potentiel et de talent et de fonctionnement qu'on apporte au monde. Par exemple, la personnalité d'un petit doigt de pied n'est pas la même chose qu'une personnalité d'un œil.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même structure. Bon, donc nous avons un ego, la perception d'être différencié, d'exister, du je, moi je suis différent des autres, qui est constitué d'une personnalité et qui est constitué d'un vrai moi et d'un faux moi. D'un vrai moi, c'est notre authenticité, et d'un faux moi, c'est notre bouclier, c'est l'adaptation qu'on va avoir au monde extérieur. Et puis nous avons un être spirituel qu'on va appeler le soi, qui vient d'ailleurs, qui est cette éternelle flamme d'amour en nous, et qui vient en permanence, comme nous proposer de nous remodeler pour affiner notre ego, notre personnalité, notre faux self et notre vrai self, plus en lien avec qui il est. Pour devenir de plus en plus qui nous sommes dans notre identité spirituelle, il faut qu'on accepte de se modeler, de prendre conscience de nos blessures, de nos blocages, dysfonctionnements, d'accepter le deuil de nous-mêmes, de cette identité égotique du moi-je. Moi, j'ai vécu ça, moi j'ai eu des parents comme ça, moi j'ai été comme ça, j'ai été violée, j'ai vécu ça. De lâcher tout ça, cette identité au passé, pour s'identifier à notre être spirituel et revenir plus en parlant de moi-je dans notre ego, dans quelque chose de beaucoup plus sain, lié à ce que nous percevons de nous-mêmes quand nous sommes en lien avec notre être spirituel et notre identité source. Et donc, ça va nous demander en permanence de monter en conscience sur comment on fonctionne et de lâcher ce que l'on ne veut plus et de remodeler en lien avec notre fréquence source pour changer d'ego, changer de personnalité, c'est-à-dire changer de perception de soi, changer de façon dont on va fonctionner, changer de faux self, la façon dont on va se protéger dans le monde, s'adapter aux autres, changer de vrai moi qui va être plus en lien avec notre être spirituel. Et petit à petit, on va évoluer. Tout cela nous demande une grande humilité, parce que c'est un vrai chemin qui prend du temps, de conscience, où on va beaucoup se faire aider, où on va avancer, parfois chuter, devoir se relever, repartir, du courage, activer en nous la foi. Il va y avoir des moments où on aura l'impression de stagner, voire de régresser. On n'aura plus confiance en nous, on n'aura plus confiance au chemin, on va douter. Et il y aura des moments où on aura l'impression d'être dans des périodes boosteuses, comme dans une fusée qui monte avec des élévations vibratoires. Mais j'ai envie de dire, à aucun moment, on va se sentir plus éveillé que les autres. Parce que le chemin, c'est vraiment un miroir face à nous-mêmes. Et plus on avance dans notre chemin de conscience, plus on est très conscient de ce qu'on n'est pas, en fait. Et du coup, en principe, on augmente en humilité. Par contre, on peut aussi augmenter en potentiel et en compétence, qui nous donnera une forme de légitimité, d'autorité personnelle, de pouvoir personnel. Et on apprendra à ça aussi à l'utiliser. À l'utiliser, il faudra l'utiliser parce que les autres en ont besoin, le monde a besoin de nous. Et à voir les limites quand on utilise trop, quand ça devient de nouveau déséquilibré. Et on va apprendre en permanence à monter en puissance dans notre pouvoir personnel et à revenir à l'équilibre. À remonter en puissance dans notre pouvoir personnel et dans notre puissance dans le monde, et à revenir à l'équilibre dans notre cœur et dans notre humilité. Et il est là, le travail de notre masculin. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est une autre façon de le dire. Voilà, j'espère que cet audio vous a éclairé, fait comprendre des choses, mis des repères. Et je vous dis à bientôt pour l'audio sur la prophétie de la bisonne blanche. Là, on va repartir sur quelque chose de très chamanique pour le coup.